Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, en public, à l'école alsacienne, que je remercie de son hospitalité. Nous allons donc, et avant d'enregistrer les réactions du public à notre conversation, nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne Blick. Je vous propose d'abord de considérer que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « L'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer ?», numéro qui est ainsi chapeauté « Les technologies d'intelligence artificielle servaient déjà de toile de fond à notre quotidien, à travers les applications de commerce ou de navigation par exemple, avec ChatGPT capable de rédiger des textes sur n'importe quel sujet ou encore Midjourney et les autres plateformes de génération d'images ou de sons, leur utilisation est désormais à portée du grand public. Jusqu'où l'intelligence artificielle va-t-elle changer nos vies ? Nous mettrons en ligne mercredi les échanges que je viens de vous annoncer avec le public qui suivront notre conversation et notre prochain enregistrement en public ici à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 5 mars et il est déjà possible et nécessaire de s'inscrire. Commençons par nous intéresser à la situation autour des retraites et de leur réforme. Dès ce lundi, les députés et sénateurs tentaient de modifier le très contesté projet de loi sur la réforme des retraites, qui prévoit de reculer de 62 à 64 ans l'âge de départ. Plus de 20 000 amendements ont été déposés, dont 18 000 par la NUPES, mais les délais sont comptés car le gouvernement a inclus cette réforme dans un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, ce qui contraint légalement les parlementaires à voter le projet de loi en 50 jours calendaires. Donc, si le 26 mars de cette année, le Parlement n'a pas définitivement adopté le projet de loi, la Constitution permet au gouvernement de mettre en œuvre la réforme par ordonnance. Ainsi, la réforme des retraites devrait entrer en vigueur le 1er septembre 2023 si tout se déroule selon le scénario prévu par le gouvernement. Dans la rue, le 31 janvier, la colère contre la réforme des retraites n'a montré aucun signe de fléchissement. Plus d'1 million de Français, 1 270 000 selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2,5 millions selon les syndicats, ont de nouveau protesté contre le projet de l'exécutif. C'est une des plus grandes manifestations organisées dans notre pays depuis des dizaines d'années, a déclaré Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT. Si davantage de monde est descendu dans la rue, le nombre de grévistes a reculé dans plusieurs secteurs clés, comme dans celui de l'éducation et à la SNCF ou chez EDF. De nouvelles grèves sont déjà annoncées dans les ports, raffineries et centrales électriques à partir de demain, 6 février. Chez les cheminots, ce sera le 7 et le 8, prélude à un préavis reconductible dès la mi-février, ont prévenu la CGT et Sud, c'est-à-dire pendant les vacances d'hiver et leur grand week-end de chassé-croisé du 18-19. Dans un éditorial de la République des Pyrénées, Jean-Marcel Bougreau rappelle une note de la Fondation Jean Jaurès qui, en juillet dernier, soulignait que le rapport des Français à leur travail a été profondément chamboulé par la crise sanitaire. Les salariés aspirent à trouver un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, des attentes déjà présentes avant la pandémie, mais pour lesquelles le Covid a joué un rôle de catalyseur, transformant des aspirations en priorités. Si l'hebdomadaire allemand Der Spiegel titre en couverture « Les Français sont-ils paresseux ?» mais répond par la négative dans ses pages intérieures, on observera que la Fédération allemande de la métallurgie a adopté une durée hebdomadaire de travail de 28 heures et constaté un maintien de la productivité. La puissance des réactions suscitées par la réforme des retraites ne s'explique pas seulement par le report de l'âge légal du départ en retraite de 62 à 64 ans, elle jette une lumière crue sur l'ampleur de la crise de sens du travail en France, conclut l'éditorialiste de la République des Pyrénées. Sur cette question, Richard Verly.
Ce que dit Jean-Marcel Bougreau dans cet éditorial que j'ai relu, puisque vous avez la gentillesse de nous le transmettre, Philippe, c'est qu'effectivement, selon lui, il y a un lien direct entre la contestation très forte du projet de loi sur les retraites et le rapport au travail. Moi, je n'en suis pas si sûr. Parce que je pense que fondamentalement, dans cette contestation, il faut quand même regarder une chose, c'est le manque de 2 éléments cruciaux pour faire passer une telle réforme. Le premier, c'est le manque d'un projet. On ne comprend pas le projet qu'il y a derrière, ou plus exactement le seul projet étant de ramener le système à l'équilibre dans un pays, la France, où l'équilibre des finances publiques, on le sait tous, n'est pas une variable considérée comme très importante par une bonne partie de la population. Donc là, déjà, je trouve que cet argument central de l'équilibre des finances publiques, je ne suis pas étonné qu'il ne marche pas, tout simplement, surtout après le quoi qu'il en coûte, parce qu'on connaît le rapport, disons, compliqué de la population française à l'équilibre budgétaire et à la nécessité d'en finir avec les déficits budgétaires. Quant au travail, il me semble que c'est plus profond et que ça n'explique peut-être pas seulement l'aspect des retraites. Ce que je crois est important, c'est que ça explique l'aspect intergénérationnel des manifestations. Ça, oui. C'est-à-dire la difficulté pour les jeunes générations de s'intégrer dans un univers professionnel et d'y voir clair dans cet univers, ou plus exactement d'avoir des priorités qui ne sont pas celles des générations précédentes, ça les amène à manifester parce que ces jeunes générations voient au fond dans la remise en cause de la retraite, une remise en cause de ce qu'ils estiment être un droit. Enfin, ça a été beaucoup commenté. Par contre, sur le fond, moi je pense que ce que le gouvernement est en train de payer, c'est 2 choses. La première chose, c'est que dans tous les domaines, on le sait, c'est très difficile de revenir avec une copie différente. Quand votre première copie a été retoquée, et c'était la première réforme Macron, et qu'elle prétendait cette première copie est en fait la copie ultime, la copie parfaite avec la réforme à point qui n'a pas abouti, revenir avec une deuxième copie en disant que les paramètres ont changé, et même aujourd'hui, je crois, enfin c'est pas je crois, j'ai vu la une du journal du dimanche, avoir une première ministre qui dit déjà on va bouger, je crois qu'il y a là il y a un flou, et quand il y a un flou, il y a un loup, c'est bien connu. L'autre chose, c'est que, vu d'Europe, il faut bien le dire, l'importance de cette réforme est essentiellement, et l'importance des 64 ans tient avant tout au symbole. Il y a une volonté du gouvernement de mettre en avant le symbole des 64 ans pour des raisons qui me semblent être avant tout financière. On veut mettre en avant le symbole des 64 ans parce que les agences de notation et tous les gens qui regardent les finances françaises ne vont retenir que ce chiffre. D'ailleurs, on l'a bien vu, quand le milliardaire Elon Musk a fait son tweet, il l'a fait sur les 64 ans, et les Français ne sont pas dupes. Au fond, doit-on faire une réforme de ce type simplement pour l'affichage financier? La réponse internationale est peut-être que oui quand on a besoin d'argent, mais ce n'est pas digne de ce que les Français envisagent comme étant une réforme de société. Béatrice Gibelin. Je suis tout à fait d'accord avec Richard quand il évoque ce changement à 180 degrés. On part sur un projet dans le premier quinquennat, surtout pas de paramétrique, et puis pour finir, on aboutit à un paramétrique. Donc le sentiment que tout ça n'est pas vraiment réfléchi, et je dirais une communication du gouvernement qui a été assez désastreuse. En revanche, un très grand savoir-faire de la communication des syndicats. J'ai trouvé vraiment, je pense que c'est Laurent Berger qui est le leader dans cette affaire et qui montre vraiment un très grand savoir-faire. Bien, en essayant d'éviter les débordements, en essayant d'éviter d'enquiquiner trop les Français, et en étant sur cette position très très ferme, 62 et rien d'autre. Et je rejoins Richard quand je dis que l'urgence de cette réforme n'est pas vraiment directement sur les retraites, mais elle est sur le fait de donner des signes à Bruxelles et au marché qu'on est sérieux et que donc on doit continuer à nous prêter à des taux corrects. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Mais que l'argent massif, quoi qu'il en coûte, on le paye aujourd'hui d'une certaine façon, parce qu'on dit toujours 13 milliards, qu'est-ce que c'est que 13 milliards, franchement. J'entendais même des jeunes qui disaient on trouve bien 474 milliards pour l'armée, alors on peut bien trouver 13 milliards pour les retraites. Bon, tout ça me semble un peu préoccupant. Puis il y a des choses qui ne sont pas dites. Parce que pour que ce soit déjà à l'équilibre, avec seulement un déficit de 13 milliards, il est vrai que l'État abonde déjà beaucoup. Elle abonde pour des raisons de solidarité,
pour des raisons de compétitivité et pour des raisons de régimes sociaux. Ça veut dire qu'il y a quand même 100 milliards tous les ans que l'ensemble des Français payent pour équilibrer les retraites. Alors on peut pas tellement le dire très très fort parce que on abonde aussi beaucoup pour les fonctionnaires. Donc on dira bah voilà, ils sont encore privilégiés, donc on est mal à l'aise. Mais je suis très étonnée qu'on présente les choses comme allant de soi et qu'au fond bah c'est un petit déficit de 13 milliards. Le fait de ne pas pouvoir dire exactement ce qu'il en est, eh bien alimente ce flou et au fond ce sentiment qu'on ne dit pas le vrai. Et à partir de ce moment-là, on est fâché. Et que cette idée de réforme juste, et tout d'un coup elle devient plus juste, mais elle devient nécessaire, elle était urgente, donc on essaye de maintenir qu'elle est encore urgente, et les Français ont l'impression qu'on les prend un peu pour des imbéciles. Alors, ce qui est très intéressant quand même, je trouve, c'est cette géographie des manifestations qui a surpris beaucoup. C'est pas tellement les métropoles qui ont été les plus grands lieux de manifestation, et c'est beaucoup plus les villes moyennes et les petites villes. Et dans ces villes moyennes et petites villes, on a cité Mende, on a cité Guéret, etc. Ce sont des villes qui vivent de la fonction publique. Elles sont préfectures, elles sont sous-préfectures, il y a un hôpital, il y a encore un lycée, si c'est une préfecture, un collège, et toutes ces villes dont on dit constamment on est abandonné, on ne s'occupe pas de nous, c'est cette forme de désespérance qui fait, je crois, cette mobilisation très massive, sans oublier que c'est quand même, plus les villes sont petites, plus le Rassemblement national a fait des scores élevés, tant aux présidentielles qu'aux législatives. Et mon inquiétude, c'est savoir que si on arrive à faire passer cette retraite, ce qui est possible, y compris sans passer par le 49.3, les conséquences de la mauvaise humeur, de sentiment du mépris, toute chose qu'on entend, risque de se payer fort cher dans quelques années. François Bujon de l'Étang. C'est difficile de parler de ce sujet parce que tout a été dit et son contraire d'ailleurs, y compris énormément de sottises, heureusement aucune par les orateurs qui m'ont précédé. Ça va venir. Rassurez-vous, il y en a qui vont suivre. Ça va de soi. Alors peut-être par celui qui va suivre, on verra. Mais ce qui est vrai, c'est que tout a été dit et son contraire, et qu'en réalité le débat est d'une totale confusion, parce qu'on parle de tout à la fois. On parle d'équilibre des finances publiques, on parle de bien-être de la société, on parle de différence du rapport des Français au travail, et je dois dire que depuis que ce sujet a été mis sur la table par le gouvernement, celui-ci a tant et tant zigzagué aussi dans la présentation de son problème, qu'il y a de quoi semer la confusion dans l'esprit des Français. Alors, il y a un certain nombre de choses qui me paraissent quand même évidentes. Le premier, c'est l'allongement de la durée de la vie et le fait, la considération toute bête et toute arithmétique qu'il y a de plus en plus d'inactifs pour lesquels doivent payer de moins en moins d'actifs. Et ça va pas s'arranger dans les années ou dans la décennie qui viennent. La deuxième, c'est l'endettement public. Parce que quand on arrive à plus de 100% du PIB, et Dieu sait que nous sommes déjà bien au-delà, il est évident que Richard a raison, mais qu'il faut tenir compte de ce que la communauté financière va faire. Parce que non seulement nous laissons à nos enfants une dette colossale, mais en outre, la communauté financière va se charger de nous la faire payer plus cher si elle n'a pas l'impression que nous faisons les quelques réformes de structure qui vont alléger le poids sur les finances publiques. Donc, c'est vrai qu'il y a une contrainte. Alors, on dit d'urgence, c'est pas à 2 mois près, mais c'est une vraie contrainte. Alors face à ces vérités, il va de soi que l'allongement de la durée du travail ou l'allongement de la durée de cotisation sont des choses qui sont forcément impopulaires, et que dans un pays qui déjà est en train de démontrer son peu de goût pour le travail et qui est situé de façon très défavorable de ce point de vue, à la fois sur l'âge de la retraite et sur le temps de travail effectif et sur la productivité, dans une très mauvaise situation par rapport à tous nos concurrents principaux sur le marché, et singulièrement à tous nos concurrents européens, il est très difficile de faire passer une réforme comme celle-là. Alors on aurait pu attendre en 2017
que le président Macron, qui était un président disruptif, en dehors des partis traditionnels, puisse remettre à plat la totalité. Et au fond, c'est ce qu'il avait envisagé de faire. Il voulait tout remettre à plat, y compris la différence entre la retraite du privé et la retraite du public, y compris la suppression des régimes spéciaux, etc. Mais premièrement, tout ceci a été extraordinairement mal préparé, mal coordonné au sein du gouvernement, qui avait, je vous le rappelle même pour l'histoire, nommé un haut commissaire aux retraites qui faisait partie du gouvernement. C'est l'inénarrable Jean-Paul Delevoye, qui a passé 2 ans sans doute à faire des cocottes en papier, parce que il n'y a eu aucune concertation et aucune préparation d'un débat qui n'a pas commencé au début du premier quinquennat. Mais en outre est arrivé évidemment le Covid, et l'iceberg du Covid a évidemment crevé la coque de la réforme des retraites que M. Macron envisageait. Alors, par la suite, on la reprend après une campagne qui a été une non-campagne, une campagne pour les législatives dans laquelle le président n'a joué aucun rôle, ou presque, et on la reprend par la petite porte avec une réforme paramétrique à un moment, alors je ne vais pas dire à un moment mal choisi, parce que je vais répéter ce que dit ce matin dans le Figaro, je crois, l'ex-président Sarkozy, il n'y a jamais de bon moment pour faire une réforme des retraites, et donc c'est pas le problème du choix du moment qui est un problème. Mais voilà, on a un débat qui est difficile, qui est confus, qui est malmené, et qui va se terminer par une épreuve de force que je n'aime pas du tout, a priori, pour notre démocratie, entre le Parlement et la rue. C'est-à-dire, d'un côté, un processus parlementaire qui risque d'arriver à son terme s'il se confirme qu'il y a une majorité grâce à l'appoint des Républicains, et la rue qui n'aime pas le verdict des urnes et qui estime, écoutez Laurent Berger par exemple, ou M. Martinez, qu'elle a une logique propre qui doit s'imposer. Donc tout ça n'est pas rassurant, et ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais cette réforme, pour achever mon couplet franchement optimiste, si cette réforme finit par être votée au Parlement malgré la rue, comme on s'arrêtera à 64 ans, ce qui n'est pas suffisant dans les comparaisons internationales, il faudra revisiter le problème de la réforme des retraites dans 3 ans, dans 4 ans. Regardez le rythme des dernières réformes de la retraite, 1993, 2003, 2010, 2014, 2023, et ensuite, à votre bon cœur. Jean-Louis Bourlanges. Oui, alors moi je suis un affreux jojo dans cette affaire parce que je suis favorable à la réforme des retraites et je suis même favorable à une réforme qui aurait été plus ambitieuse. En tout cas, j'aurais été favorable au maintien à 65 ans. D'ailleurs, je remarque que dans les sondages, 80% des Français étaient hostiles à 65 ans et 78% des Français étaient hostiles à 64 ans. Donc je crois que la différence n'était pas si considérable, et dans le dessein d'éviter la répétition d'un scénario de cet ordre à durée relativement rapprochée, je crois qu'il aurait mieux valu y aller carrément. Je rappelle la doctrine du regretté Frédéric Bastiat: si vous voulez couper la queue d'un chat, la meilleure manière de le faire sans trop le faire souffrir, c'est de le faire d'un coup et pas de la découper par bouts tous les 5 ans. Sur cette base, je suis très net et je suis impavide. Je ne dirais pas que je suis droit dans mes bottes compte tenu du fait que je n'ai plus de pieds disponibles pour l'instant, mais je suis clair. En revanche, je suis effectivement très troublé par ce que j'entends ici et là. D'abord, j'entends l'exaltation de la réforme précédente, la réforme par points que j'avais combattue. J'avais expliqué, d'ailleurs j'avais eu en public un échange assez vif, sympathique de sa part, parce que le prince est bienveillant, mais assez vif avec le président de la République sur cette critique que j'avais publiée dans le Figaro. Pourquoi la réforme à points ne me paraît pas du tout être ce Graal qu'on doit regretter, ce paradis perdu, pour 3 raisons. Premièrement, c'était une réforme qui n'augmentait pas la durée de travail produite. Or, c'est ça le problème. Alors, on dit que c'était systémique, paramétrique. Tous ces mots ne veulent rien dire. Ça veut dire qu'en réalité, ça avait une conséquence précise, c'est que ce qu'on donnait aux uns au titre de la justice, on le retirait aux autres. Une expérience assez longue de la vie publique me fait dire que ça ne marche jamais. Les gens qui reçoivent ne disent rien,
les gens à qui on prend hurlent et se font entendre. La réforme de la taxe professionnelle du temps de M. Pompidou et de M. Giscard d'Estaing est d'illustre mémoire. Et je me rappelle que ce très grand directeur général des finances publiques, qui était Dominique de la Martinière, a été emporté par une réforme qui substituait la taxe professionnelle à la patente. C'était un indiscutable progrès, mais ça n'a pas été considéré comme tel par ceux à qui ça coûtait. Donc c'était extrêmement... Ça ne résolvait rien. Deuxièmement, ça ne résolvait rien, puisqu'on n'avait pas plus d'argent à l'arrivée qu'au départ. Ensuite, la réforme par points, c'était quelque chose d'extrêmement pernicieux, car ça voulait dire qu'on donnait... Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de l'argent, ils veulent des montants, ils veulent des engagements, ils veulent que ce soit équivalent à la hausse des prix, au salaire, etc. On leur propose des points. Les points, c'est pas du tout une bonne idée, les points, parce que ça introduit une... ce truc, j'aurais peut-être pu l'enlever avant. Pour ceux qui n'ont pas l'image, Jean-Louis Bourlange même contre son téléphone un match perdu. Et donc, le point, c'était, même en Suède, le point, ça signifie que si on manque d'argent, on diminue la valeur du point. Donc c'était l'introduction dans l'affaire d'une immense incertitude. Les Suédois l'ont d'ailleurs expérimenté. Ça marche bien quand il y a de l'argent. Quand il n'y en a pas et qu'il faut régresser, qu'il faut diminuer la valeur du point, hurlement. Donc, c'était chargé d'anxiété. Troisièmement, le point, c'était une mesure du temps. Or, précisément, tout le discours qu'on entend, et à juste titre, c'est qu'un danseur d'opéra, c'est pas la même chose qu'un comptable, qu'un couvreur, c'est pas la même chose qu'un instituteur, et que donc l'année de travail n'a pas la même valeur selon la profession concernée. Donc, en d'autres termes, je ne sais pas ce qu'il faut penser de ce qu'a fait M. Delevoye, s'il a fait des cocottes en papier ou s'il s'est concerté indéfiniment avec des syndicats, mais le problème était insoluble. Celui qui l'avait compris, c'était le Premier ministre de l'époque qui a dit « il faut donc introduire une notion d'âge », mais à ce moment-là, il torpillait complètement la réforme qui était proposée par Emmanuel Macron. Moi, quand je m'étais présenté devant mes électeurs en 2017, j'avais pris mes distances. Personne n'écoute rien de ce que disent les candidats, donc c'est pas grave. Mais j'avais dit non, moi je suis pour une réforme dans laquelle on travaille plus. Donc voilà pour le passé. Je voudrais qu'on cesse de présenter ce miracle absolu qu'était la réforme à points que la CFDT idolâtre pour une raison simple, c'est qu'effectivement, elle ne représentait aucune charge supplémentaire en termes de travail. Deuxièmement, je trouve que la deuxième frustration, c'est que les raisons, ça a été dit par vous, c'est que les raisons par lesquelles on justifie cette réforme sont totalement insuffisantes. On le justifie par des considérations budgétaires. Richard a dit très clairement ce que les Français pensaient de ces considérations budgétaires, ce qui ne veut pas dire, cher Richard, qu'elles sont illégitimes. C'est pas parce que les Français considèrent que l'argent pousse dans les arbres que l'argent pousse dans les arbres. Mais c'est vrai que on dit c'est assez simple. Regardez ce que gagne Pouyanné, regardez ce que gagne Arnaud. Vous prendrez cet argent et vous financez les retraites comme si l'argent de Monsieur Arnaud était de l'argent de poche qui lui permettait d'entretenir des danseuses et non pas une machine à faire des investissements qui sont par ailleurs nécessaires. Donc on peut discuter de la concentration du capital en termes de démocratie, mais on ne peut pas dire que l'argent les hauts revenus et les dividendes doivent servir à financer la retraite. En tout cas, tout ça est... Or, la vraie raison pour laquelle on doit faire une réforme, c'est qu'on ne produit pas assez. C'est que la quantité et la qualité de travail produite en France, la création de richesses, est insuffisante. Ça se lit évidemment dans les tables démographiques, où, on l'a dit, il y a de plus en plus de gens qui sont à la retraite et de moins en moins d'actifs. Ça se lit dans le déficit budgétaire. On donne de plus en plus d'argent à tout le monde pour des raisons très légitimes. Or, l'État n'a pas la surface financière qui lui permet de financer tout cela. Et ça se lit dans la balance commerciale et dans la balance des paiements qui montrent qu'on produit moins on produit moins qu'on ne consomme. Donc, la solution à cela, c'est d'augmenter la quantité de travail produite. Alors, je vais faire une dernière remarque, j'en ai d'autres à faire, mais je vais faire celle-là. À ce moment-là, on dit, mais oui, mais il faut être, c'est le troisième argument qu'on donne. Si les gens ont travaillé longtemps,
ils doivent partir plus tôt. Je comprends absolument pas cet argument. Si le travail long, je comprends, c'est l'argument central que la CFDT a imposé, que le Parlement a accepté. Je ne comprends absolument pas cet argument. Le travail doit être enrichi, le travail doit être amélioré, le travail doit être transformé, mais je ne vois pas au nom de quoi on dirait que des gens qui sont en âge et en capacité de travailler. La capacité de travailler, c'est 3 choses. C'est l'âge, et on décide d'augmenter l'âge à partir du moment où la durée de vie en bonnes conditions physiques augmente. C'est la capacité, l'état de santé individuel, et ça se mesure. On ne doit pas faire travailler des gens qui n'ont pas la capacité physique de travailler. Et troisièmement, c'est la nature du travail, tous les problèmes d'ergonomie, les problèmes, le danseur, le couvreur, etc. On ne doit pas partir au même âge. Mais le principe selon lequel, quand on est en état de travailler, on peut se dispenser de le faire, on a le droit de se dispenser de le faire, je ne comprends pas. Car le contrat social, c'est que vous travaillez, c'est votre contribution à la société en échange de ce que vous recevez de la société. Si vous êtes en capacité de travailler et si vous ne travaillez pas, ça veut dire que quelqu'un prend en charge votre existence matérielle. Au nom de quoi ? Au nom de quoi les jeunes actifs, qui n'y comprennent rien puisqu'ils font grève, au nom de quoi les jeunes actifs devraient payer pour des gens qui sont en âge de travailler, qui ont certainement le droit de ne pas travailler, à condition de ne pas être pris en charge par la collectivité. Donc ce raisonnement-là est un raisonnement vicié, mais c'est un raisonnement qui écrase tout le débat. Et là, je suis un cavalier solitaire, incompris, considéré comme passablement réactionnaire et même un peu plus, alors que je tiens quelque chose de bon sens, à savoir que le travail, c'est le lien fondamental de chacun avec tous, car c'est par le travail qu'on crée, on apporte à la société ce dont elle a besoin, et en échange de quoi on reçoit de la société ce dont chacun a besoin. Richard Verlet. Je ne suis pas très étonné, Jean-Louis, que vous soyez un cavalier solitaire. En fait, cela fait longtemps que le cheval France vous a désarçonné. Pour une raison simple, c'est parce que moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites, et quand on regarde au niveau européen, ça tient tout à fait debout, mais il y a en France un acteur qui, depuis longtemps, a déréglé tout ça, c'est l'État. L'État qui prétend suppléer, autrement dit, si je ne travaille pas suffisamment, l'État viendra à mon secours. Si l'industrie ne produit pas suffisamment, l'État viendra à mon secours. Donc, désolé, mais vous vous êtes trompé de sel. Vous m'accordez l'asile de Suisse comme vous. Voilà. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il y a un facteur qui dérègle tout, c'est les dépenses publiques. Et quand vous dites, Jean-Louis, il faut augmenter la quantité de travail, moi, je pense qu'on pourrait, je dis bien on pourrait au conditionnel tenir un autre discours, il faudrait aussi que l'État français dépense moins. Parce que si l'État français dépensait moins, peut-être que la quantité de travail permettrait de tenir bon. Juste trois remarques. Premièrement, alors là, c'est une remarque de journaliste, de commentateur, mais quand on accumule ce nombre d'embûches, quand on voit ce qui est arrivé à monsieur Delevoye, qui a eu quelques démêlés personnels, quand on voit aujourd'hui ce qui arrive à monsieur Dussopt, qui est mis en cause par le parquet national financier, ça commence à s'appeler une réforme maudite. Et quand on a une réforme maudite, je ne crois pas aujourd'hui que ce gouvernement soit capable vraiment de la mener à bien sans dommage pour lui-même et pour le pays. Deuxième élément, il y a une chose qu'on n'a pas du tout évoquée, mais qui est très forte dans les manifestations. La dernière, j'ai marché pendant à peu près 1 heure avec les manifestants du côté de Montparnasse. C'est, il faut bien le dire Jean-Louis, la détestation anti-Macron. C'est-à-dire que cette réforme est associée à Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron, une bonne partie de la population française ne le digère plus. C'est-à-dire que c'est fini. Entre lui et une bonne partie de la population française, jeunes, moins jeunes, personnes âgées, c'est terminé. Et enfin, troisième élément pour revenir sur le travail, je crois que le problème n'est pas tant le travail, le problème est le projet qu'il y a derrière. C'est-à-dire, quand vous dites, Jean-Louis, augmenter la quantité de travail, la France ne travaille pas assez.
Oui, mais pourquoi ? Pour quelle France ? Pour quel pays ? Qu'est-ce qu'on veut ? Et encore une fois, j'en reviens à la question de l'État. Quand même, dans un pays où effectivement vous détestez Bernard Arnault parce qu'il est très riche, très fortuné, et qu'on ne veut pas voir les investissements que son entreprise de facto crée et ce qu'elle génère, dans ce pays-là, comment voulez-vous aujourd'hui, je dirais bien aujourd'hui parce que ça peut changer, valoriser la quantité de travail ? Je relisais, et j'en parlerai tout à l'heure, pas plus tard qu'hier, Catherine Ney, quand elle écrivait sur les années Pompidou, les années Pompidou étaient des années où il n'y avait pas de problème autour de la notion de travail, je crois. J'étais jeune à l'époque, mais il me semble que s'il n'y avait pas de problème autour de la notion de travail, c'est parce que tout le monde était plus ou moins d'accord sur le type de société où mener ce travail. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Mais 68, c'était avant, je parle de Pompidou président. Oui, justement. Juste un mot sur Bernard Arnault. Je pense que si Bernard Arnault est peu apprécié à ce point, c'est parce que l'origine de sa fortune, c'est l'argent public. C'est juste. Et je l'ai écrit. Et l'argent public qu'il a touché en faisant des promesses quand il a racheté Boussac qu'il n'a absolument jamais tenues. Donc il y a des fortunes qui sont sympathiques. Par exemple, dans le même domaine, la famille Hermès traite ses ouvriers, ses employés d'une manière extrêmement sociale, avec possibilité de formation, etc. Il y a des fortunes antipathiques. Celle de M. Arnault l'est, et elle l'est parce que il a fait une fortune personnelle avec de l'argent public et qu'il a menti et qu'il a failli à tenir ses promesses. Donc je pense qu'il faut aussi le rappeler. Béatrice Gibelin. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des Français le sachent. Voilà. Je pense que ces choses-là se savent même quand elles ne se savent pas précisément. Pouyanné, Arnaud, Dassault, enfin c'est le même combat. Voilà, c'est Monsieur. Non, Dassault, il a fait des avions qui ont été... je veux dire, Bernard Arnaud, Arnault, il aussi, en tout cas, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait les bons milliardaires et les mauvais milliardaires dans les représentations des Français. Voilà. On n'aime pas les riches. Avec une attitude un peu sotte, parce qu'on pense pas investissement, on pense pas dynamique économique, voilà. Mais en France, ce qui était important, et là je rejoins Richard, c'est l'État, les beaux esprits, être un haut fonctionnaire au service de l'État. C'était ça qui était valorisant. Enfin, c'est l'État qui a fait la nation dans ce pays, quand même. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental. Toute tentative, même de vraie décentralisation, est en fait impossible. Les Français disent qu'ils voudraient une France décentralisée. Je suis absolument convaincu du contraire. Essayez de faire une éducation qui soit pas nationale. Essayez de faire une éducation qui devienne régionale. Mais vous avez tout le monde dans la rue. Une police qui soit pas nationale, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que ce qui peut fonctionner en Belgique, en Allemagne, en Espagne, est absolument inenvisageable chez nous. Donc, on aura toujours des régions qui, surtout, n'ont pas le droit d'avoir la moindre hiérarchie sur le département ou sur les agglomérations. Absolument pas. Donc, on ne fonctionne pas comme ça. On n'efface pas son histoire. Il va falloir qu'on fasse avec. Et effectivement, que ce soit le patronat ou que ce soit les salariés, dès que ça va pas, on se retourne vers l'État. Voilà. Et l'État est toujours là. Bon, avec des comptes publics difficiles. Moi, ce qui m'a quand même très étonné, c'est que vraiment, il n'y a même pas la reconnaissance du ventre, parce que les retraités sont contre cette réforme, alors qu'ils sont les plus choyés. Bon, et nous sommes des retraités travaillants, fort heureux de le faire d'ailleurs, mais pour moi, c'est une interrogation. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont vraiment... alors, ils aident leurs enfants, ils aident leurs petits-enfants, assurément, bien sûr. Mais pourquoi sont-ils aussi hostiles à ça ? Et puis, je reviens sur la notion d'âge. Jean-Louis, vous disiez, on est en bonne santé, on doit travailler. Ah ben oui, mais quand on constate le nombre de patrons qui mettent dehors des gens qui sont parfaitement... et je parle par exemple de mon propre époux, qui s'est retrouvé à 57 ans mis dehors d'Air France parce qu'il coûtait trop cher. C'était clairement ça. Et on lui a proposé, vous ne serez pas obligé de trouver du travail, vous allez toucher votre chômage jusqu'au moment où vous aurez votre retraite. Bon, il s'est mis à retravailler parce que, comme tout le monde, il a fait consultant quand on est dans ces situations-là. Mais c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que là où la dépense publique est généreuse, c'est qu'elle tolère que des patrons puissent avoir cette solution-là pour que la France soit l'un des pays européens où le taux de personnes âgées qui ne travaillent pas est absolument élevé, même s'il est à la baisse et qu'il s'améliore depuis quelque temps. François Bujon de l'Étang.
Nous voilà déjà bien loin, je crois. Il y a quelques considérations qui s'imposent. C'est vrai que les Français n'aiment pas les riches. Ils ne les aiment pas sous quelque forme que ce soit. Et quiconque a vécu, comme ça a été mon cas, pendant 20 ans dans le monde anglo-saxon, voit très bien l'immense différence entre l'attitude des Français à l'égard de l'argent et de la façon de gagner sa vie et l'attitude de ce qu'on appelle par commodité les anglo-saxons. Ça, c'est évident. S'il y a un procès à faire, en réalité, le seul à faire, c'est à l'État. Il faut le faire. Car l'État est incohérent dans ce domaine et en outre, l'État a été terriblement prodigue de ses moyens au cours des épisodes récents. Le quoi qu'il en coûte créé par le Covid, en réponse au Covid plutôt, a accentué l'idée des Français que dénonçait, je crois, Jean-Louis, que l'argent pousse sur les arbres. Parce que l'État l'a démontré que l'argent poussait sur les arbres. En venant au secours des petites et moyennes entreprises, et puis des grandes entreprises, et puis de tous les gens qui consomment maintenant du pétrole devenu plus cher, en trouvant toujours les ressources, après avoir dit dans un grand nombre de débats budgétaires qu'il n'y avait plus un sou dans la caisse et que tout était impossible, il est évident que l'État crée l'impression que l'on peut à peu près tout faire. Alors, on peut tout faire. Et d'un autre côté, les Français ont une attitude au travail qui a énormément changé avec l'arrivée au Covid. Énormément. L'arrivée du télétravail qui s'est généralisé et qui est maintenant utilisé dans énormément d'entreprises est un bouleversement dont on n'a pas seulement commencé de mesurer les conséquences. Et ce n'est qu'un aspect, mais il reste à expliquer comment, dans un pays où il y a 7% de chômage, vous avez un si grand nombre de branches d'activité qui n'arrivent pas à recruter. C'est tantôt l'hôpital, c'est tantôt la RATP qui ne trouve plus de conducteurs d'autobus, c'est tantôt l'hôtellerie-restauration dont on vous dit qu'ils n'arrivent plus à recruter. Il y a quelque chose qui montre que les Français sont inconfortables avec le travail. Et si vous venez ensuite les voir en leur disant, vous savez, il est absolument indispensable de continuer à travailler plus longtemps et de travailler davantage, vous êtes sûr d'obtenir un résultat qui est à peu près ce que vous voyez dans les rues et ce que vous allez voir de nouveau le 7 et le 11 janvier. Mais le 7 et le 11 février, pardon. Mais voilà, nous avons un problème massif parce qu'il est incontestable que l'État-providence atteint ses limites lorsqu'il côtoie la faillite, lorsqu'il risque d'avoir une crise financière qui peut très bien lui arriver, comme c'est arrivé à la Grèce, comme ça peut arriver à l'Italie, et qu'il faut trouver une solution à un problème, celui des retraites, que l'on revisite, encore une fois, tous les 4 ans, en ne lui trouvant simplement que des bandages à mettre sur la jambe de bois, et en ne trouvant jamais une vraie solution qui permettrait de recréer le lien social et le contrat social dont plusieurs d'entre vous avaient dit à très juste titre qu'il est en train de se dissoudre. Sur le rapport des Français à l'argent, je pense qu'il n'est pas complètement exact parce que je ne crois pas que Mbappé, par exemple, soit détesté au motif qu'il a, je crois, 163 millions de contrats avec son actuel employeur, ni quelques autres. Je pense qu'il y a quelque chose qui touche en particulier la bourgeoisie industrielle, mais qui ne traduit pas un rapport aussi général avec l'argent. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est peut-être l'inverse. C'est Mbappé qui est l'exception. Et il est l'exception. Il est l'exception. Oui. Alors il y a des raisons objectives, c'est que lui rapporte de l'argent de manière. Mais Arnaud aussi, quelle que soit la façon dont il a construit son affaire, c'est quand même un instrument de la richesse nationale. Mbappé rapporte de l'argent. Il fait vivre un tas de gens parce qu'il attire des foules. Et puis c'est un fils du peuple. Voilà. Ça, il y a quand même quelque chose de très profond. C'est le gamin de Bondy, etc. Qui tous les gens, c'est une formidable image de promotion sociale. Donc de ce point de vue-là, il y a une identification aux riches, alors qu'il y a dans le cas des gens qu'on cite, Pouyanné, Arnaud, d'autres, Dassault, etc., il y a une sorte de mise à distance, même si le vieux Marcel, avec une formidable habileté, avait réussi à créer avec la CGT, mais à la faveur, si j'ose dire, de l'extrême souffrance qui lui avait été infligée à travers la déportation. Il avait créé avec le Parti communiste des liens très profonds qui ont toujours fonctionné, qui ne se sont jamais démentis et qui s'identifiaient en plus à un parti qui était un parti industrialiste. Donc lui a réussi quelque chose, une espèce de mirage assez particulier, pas seulement le Mirage 4.
Alors, moi, je voudrais quand même dire sur le travailler moins, le travailler plus. Je pense que l'erreur du gouvernement, c'est d'avoir accepté l'idée que le travail était une fatalité négative. En réalité, toutes les enquêtes d'opinion montrent que les gens qui sont comme le mari de Béatrice, qui sont amenés à partir trop tôt, ont un choc de dépression quand ils arrêtent de travailler, que les gens qui prennent leur retraite ressentent très souvent, pas toujours, pas dans les postes les plus épouvantables, mais ressentent très douloureusement ce passage à l'inactivité où on est à ce moment-là, comme dirait le regretté Jean-Paul Sartre, un être pour la mort. Et ça, c'est quand même quelque chose le lien créatif du travail. Alors, c'est quelque chose qui appelait de la part du gouvernement des initiatives en matière ergonomique, en matière de formation, en matière d'adaptation, tout un ensemble de choses imaginatives qui n'ont pas été au rendez-vous. Mais le travail devait être là. Quant à la productivité, vous y avez fait allusion. La productivité, c'est une vaste blague. On nous dit que des entreprises allemandes, dans certaines conditions, peuvent réduire la durée du travail sans atteindre la productivité des travailleurs. Très bien, mais nous, on n'en est pas là. On est en retard de productivité. On a une productivité qui a décliné ces dernières années et il ne s'agit pas simplement de la maintenir, il s'agit de le développer. De plus, la productivité, de quoi parle-t-on ? Si on parle de la productivité horaire, bien sûr, plus vous réduisez le temps de travail, plus la productivité horaire augmente, parce que vous en faites un peu plus en moins d'heures, que vous en faites presque l'équivalent de ce que vous faisiez en plus d'heures. Pas tout à fait, mais ça augmente. En revanche, le vrai problème du pays, et c'est absolument documenté, c'est la productivité par individu, par actif. Ça, elle est inférieure, et vous voyez bien que le taux de participation au travail, notamment des seniors, est inférieur à ce qu'il est dans la plupart des pays. On a à la fois une durée hebdomadaire assez limitée. Parfois, c'est l'équivalent dans d'autres pays, comme l'Allemagne. Nous avons des vacances annuelles qui sont assez étendues, comparées par exemple aux vacances des Américains, ça n'a rien à voir. Et nous avons un départ à la retraite qui est tout à fait précoce par rapport à ceux des autres. Globalement, ça vous fait une quantité de travail produite qui est très, très substantiellement inférieure à ce qui est fait ailleurs. Alors on nous dit, voilà, c'est ça le problème. Il faut améliorer la quantité, il faut améliorer la qualité, donc la productivité. Il faut agir sur les jeunes qu'on forme et qu'on met au travail. Il faut agir pendant la durée de travail. Et il faut valoriser au maximum l'expérience, la formation, en faisant travailler des gens qui sont en capacité de travailler plus longtemps. Alors, je suis d'accord avec ce qu'a dit Richard sur l'État. L'État, c'était effectivement le rapport de l'argent, de l'État avec l'argent est assez pathologique. Mais il y a quand même des choses très justifiées dans le besoin d'argent public aujourd'hui. Alors les gens comprennent pas, les gens croient qu'on va prendre leurs cotisations et qu'on va les verser dans le budget de l'État. Alors ils hurlent, et ils ont raison, mais c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est d'augmenter la quantité de travail de manière à améliorer le pouvoir d'achat, à améliorer les prélèvements obligatoires et à relever des défis dont tout le monde considère qu'ils sont essentiels. Et c'est là où le gouvernement Macron a essayé, mais pas du tout avec la fermeté, la continuité nécessaire. C'est avec cet argent qu'on peut financer la transition climatique, l'adaptation énergétique. C'est avec cet argent qu'on peut financer l'effort militaire qui est requis avec le durcissement de la situation internationale. C'est avec cet argent qu'on peut améliorer l'école. C'est avec cet argent qu'on peut améliorer l'hôpital. Mais il faut effectivement produire plus. Quand vous travaillez jusqu'à 65 ans, le pouvoir la produit intérieur augmente, le pouvoir d'achat augmente, les prélèvements obligatoires sont plus abondants dans les caisses de l'État. Si vous régressez à 60 ans, comme le propose la France insoumise, et avec plus de discrétion désormais parce qu'elle est plus fine, Madame Le Pen, quand vous proposez, vous avez moins de produits intérieurs, moins de pouvoir d'achat, moins de prélèvements obligatoires et moins donc de financement de l'État-providence. C'est cela que le gouvernement devait dire dès le début, au lieu de présenter simplement cette réforme comme une sorte d'irritant
nécessaire pour des raisons comptables auxquelles personne ne comprend rien. Donc moi, je trouve que nous devons inscrire cette réforme dans un projet de redressement du pays, de relèvement de l'industrialisation du pays, de sa capacité à faire face à ses enjeux internationaux, de sa capacité à relever ses enjeux climatiques, dans sa capacité à resserrer la cohésion sociale. Et il faut le lier à des progrès ergonomiques, à des progrès de formation, à la réactivation de l'ascenseur social. C'est ça le projet que je souhaite pour la France. Et je crois que le travail, la libération par le travail, je l'avais dit la fois dernière, c'est quelque chose qui compte et qui doit rester. Je vis dans un monde où le droit au travail était réclamé par les syndicats et non pas le droit au non-travail. Richard Verly. Jean-Louis, tu pourrais pas être Premier ministre? Ah ben non, c'est à cause de ma malléole. Ah bon, d'accord. C'est dommage. Richard Verly. Alors, vous savez, c'est précisément parce que, en raison du constat que vient de faire Jean-Louis Bourlanges, que moi j'ai défendu dans plusieurs articles et je me suis pris une dégelée, et y compris quelques remarques de Jean-Louis d'ailleurs la dernière fois. Moi, je pense qu'une telle réforme, elle devrait être soumise à référendum. C'est-à-dire que, et on a publié récemment l'entretien avec un ministre socialiste suisse qui dit la même chose. C'est-à-dire que moi, je ne comprends toujours pas. Alors, je comprends bien les réticences du gouvernement, des politiques au référendum, parce que donner la parole aux Français, franchement, c'est beaucoup trop dangereux. J'ai un petit peu de mal à comprendre ça. Pardonnez-moi. Je pense que quand même, dans la démocratie, on devrait sanctifier le fait de donner la parole aux électeurs. Donc là, c'est quelque chose de la France que je ne comprendrai jamais. Nous sommes des Arvennes, pas des Helvètes. Mais sur le fond, ce que je retiens de ce que vient de dire Jean-Louis et auquel j'adhère totalement, c'est que cette réforme des retraites, qui encore une fois passera peut-être ou devrait passer parce que les moyens institutionnels sont là, elle aurait dû s'inscrire dans un projet de société. Et c'est en ça que je défendais l'idée d'un référendum. Pourquoi Emmanuel Macron, réélu, n'aurait pas conçu au fond un panel de réformes essentielles pour l'avenir de la France, 4 ou 5 réformes jugées essentielles pour l'avenir du pays, pour se projeter dans ce siècle qui démarre, et pourquoi ne pas les avoir soumises à référendum? Donc pardonnez-moi, mais je termine sur cette incompréhension fatale. Dans un pays où on refuse systématiquement de donner la parole aux Français alors qu'ils la réclament dans tous les sondages, allô Houston, nous avons un problème. Vous savez que vous prenez l'idée de François Bayrou, qui n'est pas la mienne. Mais j'ai bien conscience aussi que l'idée du référendum est défendue par Marine Le Pen aujourd'hui, ce qui à titre personnel ne me fait pas du tout plaisir, mais on va quand même pas systématiquement dire que donner la parole aux Français, c'est un problème. Surtout, je le rappelle, regardez tous les sondages quand ils veulent avoir la parole. Béatrice Gibelin. Et quand ils peuvent l'avoir, c'est-à-dire quand ils peuvent aller voter, ils n'y vont pas pour un certain nombre d'entre eux. Donc ça ne suffit pas de dire ils veulent avoir la parole. Et dans un référendum, vous aurez aussi des tas de gens qui ont un certain nombre de convictions, qui iront voter sur quelque chose qui est extrêmement compliqué, parce qu'une réforme des retraites, c'est quand même compliqué. Et si vous laissez croire aux gens qu'avec 60 ans, tout ira très bien, eh ben, ils voteront pour 60 ans, tout ira très bien. Alors que les gens qui réclament ces 60 ans, je pense à Mélenchon ou à Marine Le Pen, savent parfaitement que c'est absolument impossible. Et qu'en voix off, ils sont capables de vous le dire, mais qu'ils ne le diront pas, c'est ce qu'on appelle le populisme, publiquement. Donc si vous faites croire aux gens que c'est possible, eh ben, ils iront dans ce sens-là et on se retrouvera Grosjean comme devant et comme le peuple aura décidé, et je mets des guillemets au peuple, qu'est-ce que le peuple? On sera extrêmement ennuyé. Je vous propose que nous passions maintenant... Non, François, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais dire simplement, je voulais abonder dans le sens de Béatrice et dire qu'un référendum, on répond par oui ou par non, et qu'il est absolument impossible de soumettre un sujet très complexe à un référendum. Il faut qu'il ait été singulièrement débroussaillé pour lui présenter un projet. L'appréciez-vous ou l'approuvez-vous ou ne l'approuvez-vous pas? Le débroussailler, c'est aussi un vrai travail politique. Il n'y a pas que Madame Le Pen, d'ailleurs, Monsieur Mélenchon, lui aussi, est favorable à des amendements référendaires, n'est-ce pas? Cette conjonction des deux achève de me convaincre que c'est une très mauvaise idée. Jean-Louis Bourlanges. Dernière chose, il faudrait au moins savoir qu'est-ce qu'ils proposent. J'ai jamais vu un désordre pareil dans cette émission. Oui, mais bien sûr. Le drapeau noir flotte sur la marmite. Oui, j'ai l'impression. Oui. Non, me garderais bien de passer une dégelée, comme il l'a dit à Richard. Simplement, ce que je constate, c'est qu'un référendum, c'est vraiment une machine à perdre. Un référendum, techniquement,
c'est comme une élection à 2 tours qui ne comporterait qu'un tour. C'est-à-dire que vous ne pouvez gagner que si vous avez la majorité absolue. On n'a jamais la majorité absolue à un seul tour, car les non s'additionnent pour 1000 raisons. Les non s'additionnent et le oui, c'est un projet précis, il est nécessairement minoritaire. Là, on a une responsabilité. La responsabilité claire, c'est de dire, et c'est pour ça que moi j'ai toujours été partisan, sinon du 49.3, du moins de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement et du droit de dissolution reconnu au président de la République. Je crois qu'il faut mettre les élus de la nation en face de leurs responsabilités. Et effectivement, s'ils n'adhèrent pas à cette idée, ce qui est leur droit parfaitement légitime, il faut à ce moment-là qu'ils en rendent compte devant l'opinion publique à travers une dissolution. Ça serait difficile, mais chacun, là, prend ses responsabilités et le peuple est amené à trancher en cas de désaccord entre le gouvernement et la représentation nationale. Mais je pense véritablement que dans ce pays, le non est devenu... Le référendum ne marche que pour 2 raisons, que dans 2 cas. Le premier Seulement cas... 2 cas, vous êtes sûr, parce que c'est... Un mot. Alors, je vais expliquer ça. Ces 2 cas qui se subdivisent en combien de sous-cas? Ça va aller très vite. Ça marche quand il s'agit de dessaisir l'Assemblée au profit du peuple. Par exemple, quand on fait élire le président de la République au suffrage universel. Et ça marche quand il s'agit de constituer une majorité qui est absolument émergente dans le pays et qui n'est pas possible dans les schémas traditionnels. Exemple, l'indépendance de l'Algérie, où il s'agissait de concrétiser l'accord gaulo-communiste. C'était ça, l'indépendance de l'Algérie. Et là, vous avez à ce moment-là des référendums à 70-80% qui donnent une grande légitimité à une politique qui est portée par le pays. Autrement, ça ne marche jamais. Eh bien, j'attire l'attention des constitutionnalistes et des étudiants en droit public sur la proposition de Jean-Louis Bourlanges d'inventer le référendum à 2 tours. Mais en attendant, je vous propose que nous entrions dans notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais ouvrir en recommandant le dernier roman de Jonathan Coe, Le Royaume désunis. Ce sont 7 moments clés de l'histoire britannique récente, de la fin de la guerre à l'arrivée de Boris Johnson, à travers l'histoire d'une famille et d'une petite ville. Le roman commence en 1945, alors que l'un des personnages importants, Dole Clark, balaye le perron de sa maison, 12 Beach Road, et savoure le calme de Bourneville, dans l'odeur du chocolat Cadbury qui est fabriqué à 2 pas. Et elle est aussi dans le calme et les pépiments des élèves de l'école communale assez proches. Et le roman finit en septembre 2020 avec Shoren Azari, émigrée iranienne qui a repris la maison qui fut autrefois celle de Dole Clark et qui, dans le brouillard de la pandémie, accomplit les mêmes gestes et savoure le même calme et les mêmes bruits après qu'elle est entrée par hasard en possession des carnets d'enfants d'un des personnages essentiels et magnifiques de ce livre, Mary, la fille de Dole et de Samuel, la mère de Jack, de Martin, de Peter, la grand-mère de Lorna, la contrebassiste de jazz, avec lesquelles nous traversons les années qui séparent le jour de la victoire de sa commémoration 75 ans plus tard, en passant par le couronnement d'Élisabeth II, la finale de la Coupe du Monde Angleterre-Allemagne de l'Ouest, l'investiture du prince de Galles, son mariage, les funérailles de Lady Di en septembre 97. J'écris, dit Jonathan Coe, pour arrêter le cours du temps. Et il fait mieux, il nous le rend, à travers les voix de personnages dont il nous rend fraternellement proches. Richard Verly. Eh bien moi, pour cette brève, je vais armer mon canon César et je vais tirer sur un navet atomique nommé Obélix et Astérix dans l'Empire du Milieu. Je n'aurais normalement pas dû en parler parce que très franchement, ça ne le mérite pas. Sauf que quand dans un pays, on rate un tel obélisque, ça m'étonne pas qu'on rate aussi la réforme des retraites. C'est-à-dire que là, on est totalement dans le stupide du stupide du stupide. Et je ne comprends pas. J'ai vu, alors je ne suis pas assez familier du système de subvention. Ça marche très bien, je crois, parce qu'il a été présenté dans énormément de salles. Ça ne marche pas très bien. C'est une blague, cette histoire, voilà, que ça marche très bien. Comme ils sont à la côte, parce que ça a coûté 64 millions d'euros, comme ils sont à la côte, ils refont une propagande qu'ils avaient déjà fait avant la sortie pour dire que ça marche très bien. En ajoutant aux chiffres des séances
publique et payante le chiffre des projections privées en avant-première, qui, elle, était gratuite, et qui fait que, en réalité, les chiffres annoncés doivent être divisés par 2. Ils sont malins. Donc Philippe dit exactement ce que Ils je sont voulais pas dire. malins, ils sont comme Monsieur Arnaud, des Voilà. escrocs. Je peux vous dire en tout cas qu'hier soir, nous y étions avec Céline ici présente et la salle était très très loin d'être pleine, mais surtout, c'est ce que je voulais dire. Et là, Philippe pourrait me corriger ou compléter mon propos. J'ai vu dans le générique que ce film avait été soutenu par le Centre national du cinéma. J'imagine qu'il y a derrière de l'argent public de manière assez conséquente. Alors, si la France trouve de l'argent pour financer un tel navet atomique, je le répète, Quoi qu'il en coûte. quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. alors je ne suis pas surpris que 2 millions de Français descendent dans les rues pour dire que l'argent public pousse sur les arbres. Jean-Louis Bourlange. Oui, j'avais entendu des critiques aussi extrêmement vives dans le même sens. Moi, je suis pas bon. Je pensais à la phrase je lisais l'autre jour, et c'est ça que je vous recommande, le livre de Thomas Gomard, Les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances. C'est un livre qui est paru chez cet excellent éditeur qui est Taillandier, et Thomas Gomard, dont je recommande assez régulièrement les livres, est, comme certains d'entre vous le savent, le directeur de l'IFRI. Les ambitions inavouées. Alors ça m'a fait penser, ce livre, à une phrase de Churchill qui disait « Dans une guerre, vient toujours un moment où il faut s'intéresser aux intentions de l'adversaire. » Et c'est ça que nous rappelle fondamentalement Thomas Gomard, c'est que la France n'est pas seule à vouloir ce qu'elle veut, à avoir raison, à dire le droit, à proposer des solutions universelles à des problèmes qui sont universels et qui sont parfois particuliers, mais qu'elle est confrontée à 9 puissances qu'il retient, qui relèvent de la terre, l'Allemagne, la Russie, la Chine, qui relèvent de la mer, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui relèvent du ciel, c'est-à-dire des âmes. Après tout, les grands enjeux religieux sont des enjeux centraux et qu'on doit prendre en compte fondamentalement cette pluralité. La deuxième chose que nous dit ce livre, et qui est très très importante, c'est que à côté de ce qui est notre conception coopérative, juridique, internationale, parfois un peu gnangnan, toujours bien intentionnée, de ce que doit être la vie internationale tournée vers la résorption des problèmes énergétiques, climatiques, etc., on a quelque chose de tout à fait différent, le maintien d'une politique de confrontation la plus traditionnelle à laquelle on ne peut pas se souscrire. Je donnerai un exemple. Aujourd'hui, les énergies fossiles représentent 80% du mix énergétique mondial. Leur proportion à horizon 2050 sera de 70, de 60 ou au mieux de 50%. Quand on a 50% d'énergie fossile, au nom de quoi peut-on dire que Total, M. Pouyanné et quelques autres sont des malfaiteurs? Ils seront de toute manière, à échéance de 30 ans, en charge de produire des énergies dont nous ne pouvons pas nous dispenser et qui, effectivement, passent par tout un ensemble de confrontations de caractère géopolitique. Alors, ce rappel au réalisme, ce rappel à la confrontation, c'est exactement parallèle à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la réforme des retraites. La France n'est pas seule, comme dirait le général de Gaulle. La France, oui, les retraites, très bon. La France n'est pas seule, disait le général de Gaulle. Elle n'est pas seule, elle est confrontée à de redoutables défis, à de redoutables concurrents, à de redoutables adversaires. Il faut qu'on prenne conscience de cette altérité hostile qui entoure une grande partie des peuples européens. On me dit dans le casque qu'il ne faut pas dire que M. Arnaud est un escroc. C'est un habile homme. Béatrice Gibelin. Oui, moi je voudrais parler de l'ouvrage d'Annette Villorca, Tombeau au pluriel, autobiographie de ma famille. Annette Villorca est connue comme étant une des meilleures historiennes sur l'histoire de la Shoah. C'est une famille d'historiens. Son frère Olivier est aussi un grand historien et Michel Villorca est un sociologue. Et il a eu d'ailleurs le prix Femina Essai, cet ouvrage. C'est un retour et une réflexion sur les traces laissées par tous ceux et celles qui constituent sa famille,
C'est une famille juive polonaise qui a émigré tant du côté paternel que du côté maternel dans les années 20. Son grand-père, Wolf, est un journaliste, poète, yiddish, n'ayant pas trop le sens des réalités quotidiennes. Heureusement, il a une femme qui va assumer et assurer la vie de la famille et des enfants. Et du côté Perelman, c'est-à-dire du côté de sa mère, le grand-père, chez elle, est un tailleur, taiseux, qui parle peu. Et là aussi, c'est la femme qui va tenir la famille. Et c'est très, très attachant, parce qu'on voit ces hommes et ces femmes qui ont fui, évidemment, la montée de l'antisémitisme et ce qui sera le nazisme, et qui voudraient vivre une vie de bonheur, de joie, de liberté, et qui vont être bousculés de façon tragique, bien sûr, par la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est un livre que moi j'ai trouvé extrêmement attachant, et je voudrais juste reciter, c'est un ton très personnel, cette phrase de Michel de Certeau qu'elle rappelle dans le portrait que Le Monde a fait d'elle. L'historien fait œuvre de sépulture pour que les morts retournent moins tristes dans leur tombeau. François Bujon de l'Étang. Un peu de Russie et d'Ukraine, si vous voulez, pour terminer, pour achever de renforcer notre optimisme général. J'attire l'attention sur un petit essai de Yegor Gran. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec Yegor Gran, il faut qu'ils sachent que c'est un écrivain russe de langue française, il écrit en français, qui devrait s'appeler, car c'est son nom d'état civil en réalité, Yegor Siniavski, c'est le fils d'Andrei Siniavski, oui, qui écrit sous le nom de Yegor Gran. Il a pris comme pseudonyme ce qui est apparemment le nom de jeune fille de son épouse. Yegor Gran a écrit, il est très familier, notamment de la revue Esprit, dans lequel il a écrit un certain nombre de fois. Il écrit ce livre qui s'appelle Z comme zombie, et qui est publié chez POL, qui a été publié en septembre dernier. C'est une analyse de l'état d'esprit des Russes moyens autour de la guerre ou de l'opération militaire spéciale, en Ukraine. Yegor Gran, qui n'est pas pour rien le fils d'Andrei Siniavski, a déjà consacré d'excellentes analyses à l'état des esprits dans l'ex-Union soviétique, redevenue Russie. Ce livre est écrit de façon très très vive, ceux d'entre vous qui le liront, ça se lit très très vite, mais c'est écrit sur un ton de pamphlétaire. Il dénonce la transformation de la Russie en un zombieland toxique, c'est très exactement l'explication de son titre, et il décrit en réalité l'empire du mensonge et les ravages d'un mensonge systémique qui a duré 100 ans, parce que c'est un des purs produits du système communiste, dans un pays qui ne se remet pas de tout cela. Mais il trace une continuité très vive d'Ivan le Terrible à Staline et à Poutine dans la dénonciation de ce qui est l'emprise du mensonge, qui se transforme en principe d'action. L'idée de la dénazification de l'Ukraine, par exemple, l'idée d'une opération militaire spéciale, alors qu'il s'agit d'une guerre en bonne et due forme, montre bien que les Russes ont un rapport très difficile entre les faits et la vérité. Ce sont deux notions différentes, dit-il, et qu'ils n'arrivent pas à réconcilier. Et il met en lumière ce qui est une expression très, très courante dans la propagande du Kremlin, qui est l'expression de juste vérité historique. On appelle juste vérité historique, en langage du Kremlin, ce qui est une réalité reconstruite pour coïncider avec la vision idéologique et partiale que l'on fait des événements et de l'histoire. C'est un livre très stimulant, très déprimant dans la mesure où il vous montre qu'en réalité, la Russie reste une société soumise, une société qui suit largement le pouvoir, et que ce n'est pas d'elle que viendra la prise de conscience. Je vous remercie. Je remercie l'École alsacienne et son directeur Pierre de Panafieux de nous accueillir. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à ce compendium que vous recevrez dans votre boîte aux lettres chaque semaine en allant sur notre site et en cliquant sur l'onglet « Lisez-nous ». Je remercie Nicolas Tourneau qui veille à notre plateforme, Olivier Magloire qui répond à toutes les questions qui tournent autour de notre financement
N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au financement en question. Je remercie Laurie Galigani et Christian Sori qui ont enregistré cette émission à l'École alsacienne et Nouvelles Écoutes qui l'a produit. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'enregistrement de nos échanges avec le public et puis bien sûr dimanche prochain pour un Nouvel Esprit Public en vous rappelant que le prochain En Public aura lieu le 5 mars et que vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. Merci à toutes et à tous et merci au public d'être venu nous voir.